Bien, alors nous abordons maintenant le deuxième volet de cette journée qui est consacré à la responsabilité parentale. Le programme de cet après-midi est un peu chargé, vous avez dû le remarquer, et cette table ronde se déroulera en deux temps. Elle sera entrecoupée d'une discussion puisqu'elle réunira en tout 4 intervenants. Alors, pourquoi ces privilèges pour la responsabilité parentale? Tout simplement parce que c'est sur ce terrain, bien davantage peut-être que sur celui des relations matrimoniales, que la proposition de réforme du règlement Bruxelles 2 bis apporte le plus de modifications. 10 années d'application du règlement ont permis de mettre en évidence sur ce terrain certaines lacunes, certaines insuffisances, et les rédacteurs de la proposition ont relevé en particulier les difficultés qui se posaient dans le domaine de l'enlèvement parental, dans celui du placement transfrontière, dans celui de la reconnaissance et de l'exécution des décisions, et enfin, parmi d'autres encore, dans celui de la coopération des autorités centrales. Ce qui est dénoncé en premier lieu, et Sabine Cornelou va nous en parler, c'est la lenteur de la procédure, la lenteur de ces procédures au centre desquelles se trouve pourtant la personne de l'enfant. Ce qui est dénoncé aussi, c'est la complexité qu'introduisent les procédures de demande d'exéquatur. Et il semblerait que le phénomène de la frontière soit encore présent en dépit de cette ambition dont on nous parle de manière récurrente de mettre en place cet espace judiciaire européen fondé, on le sait, sur la confiance mutuelle et sur la reconnaissance mutuelle surtout. La proposition agit sur ces deux terrains. Autrement dit, elle tente autant que possible d'agir sur les deux paramètres du temps et de l'espace. Du temps parce qu'elle entend réduire les délais de procédure, notamment dans toutes les affaires relatives à l'enlèvement des enfants. Et puis de l'espace, ensuite indirectement, parce qu'en se proposant de supprimer l'exéquatur, elle propose indirectement encore d'accentuer ce mouvement de suppression du phénomène de la frontière. Entre l'espace et le temps, il y a évidemment la personne de l'enfant, son audition en justice, ses droits fondamentaux. Sur toutes ces questions, nous aurons le plaisir d'entendre Sabine Cornelou, Hans von Loon de la conférence de La Haye, Petra Amsche et puis Horatia Murvat. Je vais donner la parole dans un premier temps à Sabine Cornelou, que je remercie encore au nom de nous tous d'avoir organisé cette belle journée, dont tout le monde sait ici qu'elle est professeure à Paris 2 et qui va donc nous parler tout de suite du facteur temps. Merci beaucoup. Avant de commencer, je voudrais exprimer tous mes remerciements à Marie Goré, puisque cette journée a pu seulement voir le jour grâce à elle. C'est elle qui m'a permis de mettre en place ce séminaire dans le cadre du Master de droit international privé qu'elle dirige et qui a conduit à la préparation de ce colloque. C'est elle qui a aidé et nous a soutenus tout au long pour l'organisation, pour l'avancement de ce projet tout au long de l'année. Et je dois donc vous dire à quel point je vous suis reconnaissante, et je pense qu'on l'est tous, donc vraiment tous nos remerciements. Le facteur temps. Concernant la responsabilité parentale, la question du temps est absolument omniprésente dans les discussions pour la révision du règlement. Et il nous a donc semblé nécessaire d'y accorder une attention particulière. Mon propos constituera une forme d'introduction aux différentes communications de l'après-midi, puisque la question du temps traverse en réalité pratiquement tous les thèmes relatifs à la responsabilité parentale. Plus précisément, la Commission européenne juge que sur 5 des 6 points qu'elle a identifiés sur lesquels le règlement fonctionne de manière insatisfaisante et où il faut apporter des modifications, sur 5 des 6 points, le facteur temps est crucial et est à l'origine d'un certain nombre de propositions de révision. C'est tout d'abord dans le cadre de la procédure de retour des enfants enlevés.
Ensuite, dans le cadre des procédures de placement transfrontière d'enfants dans un autre État membre. Sur le terrain de l'exéquature, l'exigence de l'exéquature. Ensuite, l'exécution effective des décisions. Et enfin, sur le terrain de la coopération entre autorités centrales. Donc finalement, il n'y a qu'un seul point, qui est l'audition de l'enfant, qui semble y échapper, où le temps n'est pas l'un des moteurs derrière la réforme. Alors comment est perçu par la Commission européenne l'impact du temps dans le cadre de la révision? Je pense qu'on peut dire que l'impact du temps est perçu comme quelque chose de fondamentalement négatif, comme quelque chose de fondamentalement problématique, puisque la Commission européenne insiste sur l'effet négatif de l'écoulement du temps, notamment en raison des conséquences irréversibles qu'il produit pour l'intérêt de l'enfant. Et ici, plus précisément, la Commission souligne que, tout d'abord, l'écoulement du temps a un effet négatif sur les droits fondamentaux de l'enfant, et notamment sur son droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles, des contacts directs avec ses deux parents, droit fondamental garanti notamment par l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux qui est consacré aux droits de l'enfant. En outre, la Commission estime que le temps produit également un effet négatif sur la confiance mutuelle entre États membres. Et ce que la Commission vise ici, ce sont notamment toutes les réponses tardives qui sont apportées aux demandes émanant d'autres États membres, réponses tardives à des informations dans le cadre des procédures de coopération, réponses tardives lorsqu'il y a un placement transfrontière qui est envisagé, etc. Puisque de tels retards conduisent à une perte de confiance en la capacité qu'a l'autre État membre à prendre en charge convenablement les affaires relatives à la responsabilité parentale. Ces préoccupations font comprendre que le temps est envisagé dans la révision du règlement essentiellement sous l'angle des retards, des délais excessifs, des lenteurs. Et c'est donc la durée du temps qui pose fondamentalement problème. Et c'est cette façon d'aborder le temps comme une durée que je vais aborder à titre principal. Ce sera l'objet de ma deuxième partie. Et ce sera donc au cœur des préoccupations de la Commission. Mais auparavant, dans un premier point, je voudrais dire un mot également du temps lorsqu'il est envisagé, non pas comme une durée, mais lorsqu'il est envisagé sous l'angle de la définition d'un moment. Et cela vise donc notamment toutes les règles du règlement qui comportent un critère temporel, puisque cet aspect est peut-être moins mis en évidence dans les discussions pour la révision, mais cet aspect possède des conséquences pratiques dans le cadre de certaines dispositions qui sont extrêmement importantes, et cela mérite donc d'y accorder également une attention. Donc c'est avec ça que je vais commencer, le temps quand il est envisagé comme un moment. Il y aurait beaucoup de choses à dire ici. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais évidemment le cadre de la communication ne le permettra pas. Donc ce que je voudrais faire, c'est que j'ai choisi une seule question seulement, que j'ai sélectionnée parce qu'il me semble que sur ce point-là, la Commission fait une proposition qui aura un impact très important sur la pratique, il y aura donc des conséquences très significatives sur l'application du règlement. C'est la question du moment auquel il faut se placer pour déterminer le lieu de la résidence habituelle de l'enfant. Actuellement, la règle de compétence générale de l'article 8 du règlement est assortie d'un critère temporel. Qui permet d'éviter que la compétence ne soit remise en cause par un déménagement de l'enfant, un déménagement légal, là je ne parle pas d'enlèvement, par un déménagement légal au cours de la procédure. Selon l'article 8, donc actuellement, sont compétentes les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction. C'est le principe de la perpetuatio fori. Ce principe poursuit un objectif de stabilité et aussi un objectif d'économie procédurale. Et il doit actuellement être lu en combinaison avec une autre disposition du règlement qui est censée introduire un peu de souplesse, qui est l'article 15. L'article 15 qui permet, au moins en théorie, parce qu'en pratique je pense qu'il est guère utilisé dans ce contexte, mais l'article 15
permet de transférer une affaire à une juridiction mieux placée et qui pourrait donc être utilisée en cas de déménagement légal au cours de la procédure pour transmettre l'affaire à la juridiction de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant si c'est ce qui est dans l'intérêt de l'enfant. Donc voilà le dispositif actuel. La Commission propose d'abandonner ce principe. Elle estime que lorsque la résidence habituelle de l'enfant change à la suite d'un déménagement légal, la compétence doit suivre l'enfant afin de maintenir la proximité entre la juridiction saisie et l'enfant. Et ceci alors même que l'instance a déjà été engagée. Alors à première vue, cette proposition de la Commission peut surprendre, notamment parce qu'elle ne va évidemment pas dans le sens d'une accélération des procédures. Parce que, évidemment, cela implique concrètement que l'instance recommence dans l'état de la nouvelle résidence. Et la proposition semble en quelque sorte en contradiction avec l'objectif d'efficacité de la justice. La proposition se comprend mieux lorsqu'on pense aux relations avec les États tiers à l'Union européenne, puisque lorsqu'on pense aux relations avec les États tiers, on constate que cette proposition conduirait à aligner la règle du règlement sur l'article 5 de la Convention de La Haye de 1996 qui comporte déjà cette solution. Et cela permettrait donc une meilleure articulation, une appréhension plus satisfaisante des relations entre États membres et États tiers. Puisque actuellement, comment est-ce que les choses se présentent? Lorsqu'on a actuellement une décision qui est rendue dans un État membre, et ceci après le déménagement de l'enfant dans un État tiers, par hypothèse, contractant État partie à la Convention de La Haye, il existe un risque que cette décision rendue dans un État membre ne soit pas reconnue dans l'État tiers de la nouvelle résidence de l'enfant. Puisque du point de vue de l'État tiers, donc partie à la Convention de La Haye, la décision européenne aura été rendue par une juridiction incompétente. Et ce qui peut justifier un refus de reconnaissance, ce qui est évidemment pas dans l'intérêt de l'enfant. Donc ça, c'est un inconvénient de la solution actuelle. À cet inconvénient s'ajoutent d'autres inconvénients, notamment une insuffisante proximité en cas de déménagement de l'enfant, puisqu'il y a des difficultés à ce moment-là d'accéder à toutes les informations qui permettent de vraiment établir quelle est la solution dans l'intérêt de l'enfant. Ça conduit à des difficultés pour procéder à l'audition de l'enfant, notamment lorsque l'enfant déménage dans un État tiers, et a fortiori si c'est un État tiers qui n'est pas parti à la Convention de La Haye, puisque dans ce cas-là, on n'a pas tous les mécanismes de coopération qui pourraient être utilisés. Par conséquent, la modification proposée par la Commission conduit d'une part à une meilleure proximité entre l'enfant et la juridiction compétente, et d'autre part à une meilleure articulation des relations avec les États tiers. En revanche, sous l'angle de l'efficacité de la justice et sous l'angle des délais de procédure, la proposition est évidemment problématique. De plus, lorsque l'enfant déménage dans un État tiers qui n'est pas un État contractant de la Convention de La Haye, rien ne garantit que les autorités de cet État-là se reconnaissent compétentes pour statuer sur l'affaire. Puisqu'on peut tout à fait imaginer un pays qui fonde la compétence sur le critère de la nationalité. Et donc, il se peut qu'on envoie l'affaire dans le vide. Quant à la possibilité qui est évoquée dans le considérant 15 de la proposition de règlement révisé, donc dans le considérant 15 de la proposition, est évoquée la possibilité pour les parents de s'accorder, de se mettre d'accord sur la compétence de l'ancienne résidence habituelle, malgré le déménagement en cours d'instance. Je pense que cette possibilité-là, en réalité, est totalement irréaliste, puisque j'ai du mal à imaginer que dans l'hypothèse où un parent déménage avec l'enfant à l'étranger, que les parents soient encore en mesure de s'accorder à ce stade de la procédure, en cours d'instance,
pour maintenir la compétence de l'ancienne résidence habituelle. Je pense que c'est irréaliste et ce n'est pas réellement une solution. Donc voilà, il n'y a pas que des aspects positifs qui seraient liés à cette proposition de révision. Alors, on pourra en discuter peut-être tout à l'heure. Je passe à mon deuxième point, le temps envisagé comme une durée. En matière de responsabilité parentale, lorsque le temps est envisagé comme une durée, ce sont principalement deux types de problèmes qui peuvent apparaître. Ou bien la durée a pour conséquence de retarder la mise en place de mesures de protection qui sont nécessaires pour préserver l'intérêt de l'enfant. Et dans ce cas-là, la durée constitue évidemment une menace pour le bien-être de l'enfant. Ou bien la durée produit un effet de consolidation. Consolidation qui conduit à l'intégration de l'enfant dans son nouvel environnement. Et dans ce cas-là, l'intégration conduit notamment à la constitution d'une nouvelle résidence habituelle. Et lorsqu'on est dans le cas spécifique d'un enlèvement d'enfant, l'intégration constitue un motif de refus de retour de l'enfant, une fois qu'il s'est intégré dans son nouvel environnement, parce que, évidemment, un retour d'un enfant qui se sent intégré dans son nouvel environnement lui causerait un préjudice par un nouveau déracinement et qui n'est évidemment pas dans son intérêt. Et à cet égard, peu importe d'ailleurs les conditions dans lesquelles cette intégration a été obtenue dans le nouvel état où l'enfant a été emmené, dans l'état refuge, par le parent qui est à l'origine de l'enlèvement, puisque ce qui compte, c'est le sentiment d'intégration de l'enfant, puisque c'est l'intérêt de l'enfant qui est le critère ici. Toutes ces considérations expliquent que l'ensemble de la matière est dominé par un objectif de célérité. Or, le fonctionnement actuel du règlement est caractérisé par des délais, par des lenteurs que la Commission juge excessifs. Je voudrais ici d'abord dresser une vue d'ensemble du problème de ces lenteurs et des retards avant d'aborder les remèdes qui ont été proposés et qui sont envisageables. Il y a eu toute une série d'études, toute une série d'évaluations du fonctionnement du règlement en l'état actuel, et il me semble que toutes les études sont d'accord pour constater qu'il y a effectivement des lenteurs, il y a des retards, des délais excessifs sur un certain nombre de points. Et plus précisément, je pense qu'on peut synthétiser la situation en disant qu'il y a 4 points où il existe actuellement des lenteurs et des retards qui s'avèrent problématiques. Et je vais rapidement les passer en revue. Il y a tout d'abord, le premier point, les enlèvements d'enfants. Sur le terrain des enlèvements d'enfants, il est clair que tout le mécanisme du retour de l'enfant repose sur la présupposition qu'un retour rapide est dans l'intérêt de l'enfant. Et le problème est que dans le fonctionnement actuel, la célérité n'est pas toujours assurée. Or, lorsqu'il y a des retards, lorsqu'on ordonne un retour après un délai trop important, au lieu de préserver l'intérêt de l'enfant, au lieu de le protéger, on lui cause un préjudice par un nouveau déracinement. Et donc, c'est totalement contraire à toute la logique d'ensemble qui est à la base du dispositif. Alors, à quoi tiennent ces lenteurs? Il y a évidemment toute une série de facteurs. Sans doute l'un des facteurs parmi d'autres, c'est l'actuel article 11 du règlement qui pose un délai maximum de 6 semaines pour assurer le retour. Un délai de 6 semaines qui est à la fois trop imprécis et parfois aussi peut-être un peu irréaliste. Il est dans tous les cas trop imprécis parce qu'on ne sait pas très bien si ça doit comprendre les voies de recours. Est-ce que ce sont toutes les voies de recours qui sont comprises dans les 6 semaines ou est-ce que c'est pour chaque instance? Ce n'est pas dit. Et peut-être parfois c'est un délai irréaliste parce que 6 semaines c'est extrêmement bref. Et parfois, lorsqu'on fait état d'un danger grave pour l'enfant en cas de retour, cela peut nécessiter du temps pour bien évaluer la situation. Et de toute façon, en pratique, il s'avère que ce délai de 6 semaines est très rarement respecté aujourd'hui. Le deuxième point sur lequel on constate des lenteurs,
c'est la procédure des placements transfrontières dans un autre État membre, la procédure de l'article 56. Actuellement, l'autorité qui envisage un tel placement doit au préalable consulter les autorités de l'État vers lequel on veut placer l'enfant et, le cas échéant, recueillir l'approbation de cette autorité. Or, en pratique, cette procédure fonctionne très mal et on a des difficultés de délai ici. Tout d'abord parce qu'il faut d'abord se plonger dans le droit national de cet État pour savoir qui est l'autorité compétente, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir son approbation, et donc on perd beaucoup de temps sur ce point-là. Puis il y a aussi des délais parce que les autorités requises ne répondent pas toujours aux demandes de placement dans des délais brefs. Et finalement, on constate qu'en pratique, il arrive assez régulièrement que l'enfant soit placé avant d'avoir eu l'approbation des autorités de l'État requise. Le troisième point où il y a des problèmes de lenteur, c'est sur le terrain de l'exécution des décisions. Sur le terrain de l'exécution des décisions, l'évaluation du fonctionnement du règlement a identifié des lenteurs à deux stades. Il y a tout d'abord le stade de l'exéquature, puisque actuellement l'exéquature est toujours requis en dehors des décisions sur le droit de visite et en dehors des décisions de retour. Et évidemment, même si c'est une procédure simplifiée sur requête, c'est une étape supplémentaire qui prend un certain temps, plus ou moins long selon les États. L'autre stade où il y a des lenteurs, l'autre stade est celui de l'exécution effective des décisions rendues dans un autre État membre. Puisque l'exécution effective est régie par les droits nationaux des États membres, l'autonomie procédurale qui est ici en cause. Et l'écoulement du temps est particulièrement problématique à ce stade-là, puisque l'écoulement du temps peut conduire à un changement des circonstances. Et dans la plupart des droits nationaux, en cas de changement de circonstances, cela risque d'avoir un impact sur le caractère exécutoire de la décision. Et ça permet du coup à tout remettre en cause au stade de l'exécution. Et enfin, donc, le quatrième point sur lequel on constate des lenteurs et des retards, c'est dans le cadre de la coopération entre autorités nationales, notamment entre autorités centrales. Et ici, les lenteurs s'expliquent sans doute principalement par un manque de précision des dispositions du règlement pour organiser cette coopération entre autorités nationales, ce qui entraîne des retards, voire même parfois des absences de réponse à des demandes formées par d'autres autorités. Donc voilà, toute une série de lenteurs, toute une série de points où il y a des problèmes de délai. Quels sont les remèdes? Quels sont les remèdes proposés? Alors la plupart des remèdes vont être discutés en détail tout au long de l'après-midi. Et pour cette raison, je voudrais simplement brosser ici un tableau d'ensemble et puis on y reviendra par la suite. Quels sont les remèdes proposés par la Commission? Je pense que ce qui est frappant, c'est que ces remèdes sont devenus de nature assez diverse. Parce qu'évidemment, la première idée qu'on a, c'est lorsqu'il y a le problème de lenteur, il faut des délais. Et effectivement, c'est des réponses que la Commission envisage. Elle envisage d'introduire toute une série de délais, un délai maximum pour ordonner le retour d'un enfant enlevé, le fameux délai de 18 semaines, 6 plus 6 plus 6. Il y aura un délai maximum pour statuer sur une demande de placement transfrontière qui serait de 8 semaines. Un délai maximum pour l'exécution effective des décisions, 6 semaines, et enfin un délai maximum pour que les autorités centrales répondent aux demandes d'information, ce serait un délai de 2 mois. Donc toute une série de délais. Mais à cela s'ajoutent d'autres remèdes qui ne sont pas aussi directement de nature temporelle. Par exemple, en matière d'enlèvement d'enfants, la Commission propose de mettre en place une concentration de la compétence concentration sur quelques juridictions nationales spécialisées dans ce type de contentieux pour assurer une meilleure application du règlement et avec l'espoir que ça conduise aussi à un traitement des dossiers dans de meilleurs délais.
Il est également proposé de limiter le nombre de voies de recours contre les décisions en matière de retour d'enfants, limité à un seul recours. Il est également proposé la possibilité de déclarer ces décisions sur le retour exécutoire par provision, malgré l'exercice des voies de recours. À cela s'ajoute la suppression de l'exéquatur, ainsi qu'une clarification du rôle des autorités centrales. Donc il y a toute une palette de mesures. Que faut-il en penser? Que faut-il en penser? Peut-être d'abord concernant les délais. Ici, je pense que tout dépend évidemment des sanctions qui sont prévues. S'il n'y a pas de sanctions efficaces qui accompagnent ces délais, il y a peu de chances que la simple stipulation d'un délai modifie fondamentalement la pratique. Donc là, il faut regarder ce qui est prévu sur les sanctions qui ne sont pas toujours très, très fermes et claires. Par ailleurs, ce qui me tient assez à cœur, c'est de garder en tête qu'il ne faut peut-être pas non plus passer d'un extrême à l'autre et peut-être faire attention à ce que certes, dans l'ensemble, la volonté de raccourcir les délais, d'accélérer les procédures est quelque chose qui est absolument nécessaire et parfaitement justifié, mais qu'il ne faut pas pour autant aller trop loin dans cette volonté d'accélération. Et juste pour donner un exemple, si on prend la médiation, je pense que c'est un point sensible, le recours à la médiation, lorsqu'on est dans cette logique d'accélération des procédures. Tout le monde est aujourd'hui d'accord pour dire qu'il faut favoriser le recours à la médiation pour aboutir à un règlement amiable en matière de responsabilité parentale. Donc la médiation est encouragée, mais toujours avec cette précision, seulement pour autant que cela ne retarde pas indûment la procédure. Or, il me semble qu'une solution amiable qui soit durable, qui ne soit pas juste pendant le code de la procédure et qui soit remis en cause tout de suite après, il peut parfois être nécessaire de prendre du temps pour essayer de comprendre la motivation de tous les membres de la famille, pourquoi un enfant refuse telle solution, pourquoi un parent exige ça réellement. Parfois, il y a des ressorts psychologiques complexes qu'il faut d'abord identifier pour avoir une solution qui vraiment réponde aux préoccupations des uns et des autres. Et la crainte serait que si on précipite et on met la pression sur une médiation accélérée, cela risque de priver la médiation de tout intérêt dans un certain nombre de cas, et je pense que ce serait une grande erreur. Et dernier bémol que je voudrais brièvement évoquer, ce sont évidemment les droits de la défense. Une accélération trop poussée ne doit pas finir par menacer les droits de la défense. Puisque quand on met tout bout à bout, un raccourcissement des délais, une limitation du nombre de voies de recours, la suppression de l'exéquatur, il faut être prudent et veiller à ce que les garanties soient solides. Et ici, la comparaison avec la matière civile et commerciale est assez intéressante parce que dans certains textes récents de l'Union européenne en matière civile et commerciale sont peut-être allés un peu loin. Et je pense notamment à l'injonction de pays européenne où certains États ont une façon de la pratiquer de manière tellement efficace que j'ai entendu des avocats dire que là, vraiment, il y a un doute sur la garantie des droits de la défense. Donc, je pense qu'il ne faut pas aller trop loin. Il y a un juste équilibre à trouver entre d'un côté la bonne réactivité et la possibilité de donner des solutions rapides, voire urgentes quand c'est nécessaire, mais en même temps, préserver une justice de qualité qui, sur certains points, nécessite du temps incontestablement. Voilà, bien. Il est grand temps que je laisse la place aux collègues de l'après-midi qui vont maintenant étudier toutes ces questions beaucoup plus en profondeur. Je vous remercie. Merci beaucoup Sabine pour cette belle intervention qui montre bien la complexité de cette question du temps et puis la difficulté que tu as bien mise en évidence de concilier cet impératif de célérité et celui de la recherche de la solution la plus appropriée dans un contentieux qui, on le sait, est très douloureux. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous M. Hans van Loon, ancien secrétaire général de l'Académie de droit international de La Haye, qui va nous parler tout de suite excusez-moi, de la conférence de La Haye, qui va donc nous parler de la procédure de retard de l'enfant. Merci beaucoup.
Vous pouvez m'entendre? Oui. Je suis vraiment extrêmement heureux d'être parmi vous. L'Université de Paris, ou je dois dire les universités de Paris, représentées par d'excellents professeurs et d'étudiants d'ailleurs, a toujours contribué énormément à la création des conventions de La Haye. Et la conférence doit vraiment beaucoup à la tradition déistes française. Et ça inclut d'ailleurs l'apport de l'administration et des praticiens. Donc un grand merci aussi aux organisateurs pour cette initiative et de nous avoir invités. Alors la refonte proposée du règlement de CRTP s'inspire surtout du constat que c'est le domaine de la responsabilité parentale et qui, je cite, pose de graves problèmes auxquels il convient de remédier d'urgence. Et dans ce domaine de la responsabilité parentale, la première lacune recensée est la question de la procédure de retour de l'enfant enlevé ou retenu par un de ses parents. Et la proposition, en effet, présente tout un éventail d'amendements. Pourquoi? Alors, il faut prendre un peu de recul. Il faut se souvenir que les dispositions du règlement actuel sur le retour de l'enfant sont le résultat de négociations extrêmement difficiles et délicates dans un cadre, dans un contexte très différent de la situation actuelle. En effet, du temps des négociations du règlement, certains pays étaient frustrés par le fonctionnement pratique insuffisant dans la perception de la Convention de La Haye sur l'enlèvement d'enfants, la Convention de 80. Côté français, notamment, on se plaignait d'un nombre trop élevé de refus de retour par les tribunaux allemands. Il n'est pas sûr que cette plainte fut pleinement justifiée. Il y a une thèse de Katharina Tremings de 2013 là-dessus qui peut vous recommander. Toujours est-il que les Français et certains pays alliés considéraient qu'il était indispensable de créer un instrument européen plus performant qui, à la rigueur, pourrait éliminer la Convention de La Haye. D'autres États membres, au contraire, ne disent pas du tout, il faut maintenir la Convention enlèvement d'enfants et la combiner avec la Convention de 1996. Attention, à l'époque des négociations du règlement, aucun des États membres négociant le règlement était encore lié par la Convention de 1996. Il y avait toute une histoire entre l'Espagne et l'ONU sur l'application de cette convention du Gibraltar, etc. Mais aujourd'hui, vous le savez, tous les 28, y compris le Danemark, sont liés par la Convention de 1996. C'est aussi un élément qu'il faut considérer. Le règlement actuel est donc le résultat d'un compromis entre deux positions fortement opposées. Et vous le savez, le règlement, tout en préservant la Convention de 80 comme base de référence, superpose sur cette Convention, pour ainsi dire, par ses articles 11 et 40, un mécanisme de retour complémentaire, prioritaire, censé plus performant que celui de la Convention. Et entre les États membres, ce système prévaut sur la Convention. C'est expressément dit dans le règlement. Or, dans le système de la Convention de 80, comme dans celui de la Convention de 96, un certain équilibre existe entre les pouvoirs du juge de refuge, de l'état de refuge, et le juge de l'état d'origine. En revanche, dans le système de règlement, les pouvoirs du juge de l'état de refuge ont été diminués et les pouvoirs de l'état d'origine ont été renforcés. En plus, l'ordonnance de retour, certifiée du tribunal d'origine, l'emporte sur la décision de refus et à force exécutoire dans le pays de refuge. Et ceci même, selon l'arrêt de la Cour de justice POFS, lorsqu'il s'agit d'une décision provisoire du tribunal d'origine. Pas encore sur le fond de la garde. C'est quand même étonnant, car la logique voudrait que la détermination du lieu de résidence de l'enfant suive la décision définitive, stable, bien considérée sur la garde. Or, la proposition de la Commission constate que c'est entre autres ce compromis qui pose problème. La proposition aurait quand même pu dire un peu plus sur les développements importants sur le plan juridique et sociologique
qui se sont produits déjà depuis un certain temps et qui expliquent, à mon avis, en partie au moins, les solutions proposées. Il s'agit notamment du renforcement du statut juridique d'enfant et du droit de l'enfant de maintenir des contacts avec ses parents, reflété dans l'article 24 de la Charte de l'Union, et surtout du profil modifié des autres protagonistes, les parents. En effet, du temps des négociations de la Convention enlèvement d'enfants, le scénario prévalent était celui de l'enlèvement par le parent sans droit de garde d'enfant, souvent le père. Le mécanisme de retour visait à rendre l'enfant, dans la plupart des cas, à la mère gardienne, seule gardienne, ayant les soins primaires de l'enfant. Or, ce scénario a beaucoup changé. D'abord, aujourd'hui, suite à des modifications législatives, dans beaucoup de pays, la responsabilité parentale est souvent partagée. En plus, dans les 2 tiers des cas, et les statistiques le montrent, c'est les parents ayant les soins primaires de l'enfant, souvent la mère, qui déplacent l'enfant, souvent en invoquant un motif de violence domestique. Et d'autre part, il arrive que l'autre parent, le père, utilise le mécanisme de retour de la Convention, pas tellement pour obtenir le retour de l'enfant, mais plutôt pour obtenir son droit d'accès. Et l'affaire offre en offre une illustration. L'on retrouve ce scénario, par ailleurs, dans d'importants arrêts récents de hauts tribunaux des 2 côtés de l'Atlantique. Dans l'affaire Abbott contre Abbott, décidée par la Cour suprême des États-Unis en 2010, que dans les arrêts bien connus de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, Neulinger contre Suisse 2010 et X contre Lettonie 2013, dans les 3 cas, c'était la mère en charge de l'enfant qui avait déplacé l'enfant et le père qui réclamait le retour. La Cour suprême des États-Unis a donné raison au père, mais là, il s'agissait d'une question d'interprétation de la Convention elle-même, notamment la question de savoir si un droit de visite renforcé par une interdiction de déplacer l'enfant en dehors du territoire constituait un droit de garde. Réponse oui. En revanche, la Cour de Strasbourg, dans les 2 cas, a donné raison à la mère. Mais ici, la question était celle de savoir si la décision de retourner l'enfant se justifiait à la lumière de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, respect de la vie privée, respect de la vie familiale. Et la Cour a dit, en résumé, que le droit de l'enfant à la vie familiale comporte une obligation procédurale du juge. Le juge doit examiner attentivement et de manière motivée les objections au retour, notamment si elles sont ordonnées malgré une opposition basée sur un risque grave, article 15.1b de la Convention. Et les tribunaux, lorsqu'ils ordonnent le retour, doivent s'assurer que les mesures de protection concrètes sont en place pour assurer la sécurité de l'enfant. Le retour ne saurait être ordonné de manière automatique ou mécanique. Vous voyez, cette jurisprudence va clairement dans un sens différent, je peux même dire opposé, aux motifs qui ont inspiré le règlement. Or, tandis que la jurisprudence de la Cour de Strasbourg a été l'objet de discussions au sein de la conférence, elle est restée pratiquement inaperçue au sein de l'Union. L'arrêt Neulinger a donné lieu à une vive discussion, a été invoqué pour proposer un protocole à la Convention qui devrait donner plus de garanties de sécurité pour le retour de l'enfant, proposition qui n'a pas été acceptée parce qu'on a considéré que finalement la Convention était suffisamment, je ne dirais pas souple, mais pouvait tenir compte du nouveau scénario. Et d'ailleurs, il y avait la Convention de 1996 qui donnait d'autres garanties supplémentaires. Au sein de l'Union, en revanche, la jurisprudence de la Cour de Strasbourg est restée pratiquement sans écho. Et la raison principale en est sans doute que la Cour européenne des droits de l'homme, par sa jurisprudence post-Florus, a en quelque sorte immunisé le mécanisme de retour automatique du règlement, l'a accepté de son contrôle direct, de sorte que sa jurisprudence n'est pas pu affecter celle de la Cour de justice de l'Union. Ceci m'amène aux propositions de la Commission visant à améliorer le fonctionnement du mécanisme de retour prévu par le règlement, car un effet important et à mon avis positif de
de ces propositions, si elles sont adoptées, sera justement d'harmoniser le système de règlement, les approches de règlement, et celles tant de la jurisprudence strasbourgeoise que des conventions de l'Haye. Les propositions de la Commission concernent notamment les mesures pour protéger l'enfant en attendant la décision finale sur la garde, le mécanisme prioritaire de retour, d'autres mesures pour améliorer la qualité, vitesse et efficacité des décisions, les délais, la réduction du nombre de cours, option d'accorder une force exécutoire par provision, décision rendue, concentration des compétences, définition plus claire des obligations des autorités centrales. Et comme l'a reconnu le groupe international privé dans sa session de l'année passée, la plupart de ces mesures sont de vraies améliorations pourvu qu'elles fonctionnent dans la pratique. Au vu du temps, je dois me limiter à deux propositions, celle concernant les mesures pour protéger l'enfant en attendant la décision définitive de la garde, à mon avis important, et celle concernant le mécanisme prioritaire, proposition qui, certes, apporte une amélioration, mais laisse quand même à désirer. Je commence donc avec les mesures provisoires pour protéger l'enfant. Selon l'article 20 du règlement actuel, repris tel quel de Bruxelles 1, le tribunal de refuge peut prendre des mesures de protection, mais uniquement sur base de sa loi nationale. L'effet de cette règle est évidemment double. Il en résulte premièrement que la base juridictionnelle de ces mesures se trouve uniquement dans la loi nationale, pas dans le règlement, donc pas d'uniformité entre les États membres. Et deuxièmement, que les mesures prises en vertu de cette règle ne sont pas couvertes par les dispositions sur la reconnaissance et l'exécution, de sorte que le règlement ne crée aucune auobligation pour les autres États membres de reconnaître ou exécuter toute telle mesure. Et ceci revient à rogner sensiblement les ailes aux juges de refuge, et encore plus que la Cour de justice a restreint encore le domaine de cet article 20. En revanche, en vertu de la Convention de 1996, tant que les autorités de l'État d'origine conservent la compétence, les autorités de l'État de refuge sont expressément autorisées par la Convention à prendre des mesures urgentes nécessaires pour la protection. Elles peuvent donc soumettre l'ordonnance de retour à certaines conditions, par exemple des restrictions de contact avec le père demandeur, disons, ou au contraire, donner un droit de visite aux parents ayant déplacé l'enfant. Et ces mesures doivent être reconnues et exécutées selon la Convention et demeurent définitives jusqu'à ce que les autorités de l'État d'origine aient pris les mesures requises par la Convention. Or, il est devenu qu'une telle règle est également indispensable pour le bon fonctionnement du règlement. En effet, il y a déjà eu une décision de la High Court à Londres qui a ordonné le retour d'un enfant en Lituanie sur base du règlement, a pris un certain nombre de mesures de protection, restreint le contact avec le père demandeur. Et la Cour a basé sur cette décision sur base du règlement, sur ces mesures, sur l'article 11 de la Convention de 1996. Nonobstant l'article 61 du règlement qui s'oppose à l'application de la Convention de 1996 dans un tel cas. Vous savez que la relation entre le règlement et la Convention de 1996 est un peu compliquée parce que la 1996 s'applique à la loi applicable, mais là c'est clair que c'est pas possible. Il y a d'ailleurs lieu de clarifier un peu plus la relation entre ces deux instruments. Donc, cette décision de la High Court méconnaît le jeu correct entre le règlement et la Convention, mais elle montre quand même le besoin concret d'une disposition telle que prévue par la Convention de 1996. Donc, il faut se féliciter, à mon avis, que l'article 12 proposé par la Commission, en offrant une base de compétences pour les mesures de protection, aligne le règlement au système de la Convention 1996. Et je vois trois avantages. D'abord, ça renforce les pouvoirs des juges de refuge pour protéger l'enfant.
cela aide aussi à éviter des débats, des difficultés de preuve, parce qu'il faut établir que les mesures adéquates ont été prises par la protection de l'enfant, article 11.4 je crois, après son retour. Or, ça c'est souvent difficile. Qui va prouver et comment on peut éviter ça en prenant une mesure de protection? Et ça facilitera donc, du coup, également le retour de l'enfant. À l'heure actuelle, à l'absence d'un accord entre les parents, et encore, je sais que ces accords ne sont pas toujours respectés dans la pratique, le tribunal de refuge dépend entièrement des mesures prises par le tribunal d'origine. De sorte que, si c'est à défaut de telle mesure, le tribunal de refuge pourra, par excès de prudence, refuser le retour de l'enfant, même dans un cas où le tribunal aurait ordonné le retour s'il avait pu entourer son jugement d'une mesure de protection. Donc là, je crois que cet article 12 constitue un progrès très très clair par rapport au règlement existant. Quelques mots ensuite sur le mécanisme prioritaire automatique fast track, comme il a mentionné ce matin. Ce mécanisme est, à vrai dire, à mon avis, difficile à concilier avec ce grand principe de la confiance mutuelle. Pourquoi? Les décisions sur le retour sont des décisions difficiles. Et si un tribunal décide, après avoir entendu les parents, l'enfant, les psychologues, etc., de refuser le retour, et les refus sont relativement rares, il faut présumer que cette décision n'a pas été prise à la légère. En effet, comme nous l'avons vu, selon la jurisprudence de la Cour des droits de l'homme, la décision du refus de retour, prise en vertu de l'article 13 de la Convention RAID, doit être une décision prudente, motivée, et cette jurisprudence s'applique aussi aux décisions de refus prises en vertu du règlement et la Convention, même si la Cour a soustrait une telle décision à son contrôle direct. Lorsque le refusé est fondé sur un risque grave, article 13.1b de la Convention de l'AE, il faut présumer que le juge n'aura pas été satisfait que des décisions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour. Une telle décision sur les risques de retour à court terme ne sera pas prise légèrement, encore moins après l'introduction de cet article 12 dont on vient de parler, les mesures de protection additionnelles, et en principe, une telle décision devrait être respectée par le tribunal d'origine tant que cette juridiction n'a pas décidé sur